Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre webinaire consacré aux stratégies à appliquer dans la commande publique en période électorale. Avant de commencer, je vais m'assurer que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit coucou dans le chat, histoire d'être sûr que tout le monde nous entend bien? Je vois un pouce, donc ça me semble bon. Bonjour, oui, super. Parfait. Je vais aussi remercier mon collègue Alexandre qui m'a accompagné pour l'organisation de ce webinaire. Il sera là avec vous dans le chat pendant toute la session pour vous poser quelques questions au fil de mon intervention. On va démarrer tranquillement le temps que tout le monde nous rejoigne. Je vais déjà commencer aussi par me présenter. Donc moi, c'est Benjamin Desgrolard, je suis le responsable marketing de Double Trade. Je travaille dans la data liée à la commande publique depuis 8 ans maintenant, après avoir passé une dizaine d'années dans les collectivités locales et dans la sphère politique. Donc, avant de démarrer, n'hésitez pas aussi à me donner votre secteur d'activité peut-être dans lequel vous travaillez. Ça me permettra, pourquoi pas, d'illustrer certains de mes exemples pour parler directement de vos métiers. En attendant que les derniers se connectent, je vais commencer par vous donner quelques mots sur Double Trade et vous dire pourquoi est-ce qu'on prend la parole aujourd'hui. Donc Double Trade, vous le savez pour beaucoup, est une société spécialisée depuis une trentaine d'années dans la collecte, dans l'exploitation et dans la valorisation de la donnée publique. Vous connaissez sûrement donc notre plateforme Double Trade puisque vous êtes plusieurs milliers de clients à l'utiliser. Et par contre, vous connaissez peut-être un peu moins le groupe Intesia auquel nous appartenons et qui est aujourd'hui le leader européen de la data et de la veille commerciale B2B. C'est cet appui que nous mettons en avant pour avoir toutes ces dernières technologies, une IA performante, pardon, et tous nos outils de business intelligence qui enrichissent quotidiennement votre plateforme de gestion des appels d'offres. Et c'est grâce à ça également que nos analystes peuvent produire toutes nos études sectorielles de plus en plus riches et accompagner tous nos clients dans les stratégies commerciales. C'est justement tout ce travail autour de la donnée qui aujourd'hui nous apporte toute cette matière pour apporter notre éclairage exclusif sur la commande publique en période électorale. Donc, pourquoi est-ce qu'on se parle aujourd'hui? Donc, parce que les élections municipales approchent à grands pas, donc ça sera les 15 et 22 mars prochains, et elles vont considérablement rebattre les cartes de la politique locale, notamment au travers du bloc territorial qui concerne les communes et les intercos, qui représente plus de 2 tiers des publications d'appels d'offres. Donc l'enjeu est essentiel pour vous tous, acteurs de la commande publique. Et ce webinaire, donc, nous l'avons construit avec nos data, bien sûr, mais aussi et surtout à partir de tous les échanges qu'on a au quotidien avec les élus, les acheteurs, les DGS, tous les opérateurs économiques, donc vous, nos clients, avec l'objectif de vous livrer une synthèse d'enseignements collectés sur cette période électorale. Donc pour bien situer le contexte, on va commencer par regarder ensemble le calendrier et le cadre juridique, et ensuite on analysera ce qu'on a pu apprendre des précédentes élections pour comprendre les tendances concrètes de la commande publique pendant cette période. Et enfin, on identifiera, c'est pour ça que vous êtes là, tous les leviers d'action qui vont vous permettre d'adapter vos stratégies et de continuer à avancer efficacement malgré le contexte un petit peu mouvementé. Parce que l'année à venir sera forcément mouvementée et pas seulement à cause des élections. On vit tous dans un contexte de politique nationale très instable, ça n'en finit pas. Je disais encore il y a quelques jours dans la tribune que la chute du gouvernement Bayrou avait laissé pas mal de dossiers à l'arrêt au niveau de la commande publique. On a des finances locales sous pression, hein. Il y a eu la fin de la taxe d'habitation, la baisse des dotations de l'État. Le très décrié fonds de précaution qui a ponctionné encore un peu plus les budgets des grandes collectivités et encore réduit un petit peu plus leur marge de manœuvre. À ça, on ajoute l'inflation, donc sur l'énergie, sur les matières premières, sur les salaires. Il y a un petit peu toutes les enveloppes de dépenses qui augmentent pour les collectivités et toutes les nouvelles contraintes, transition écologique, sobriété foncière, clause sociale, cybersécurité. Il y a de plus en plus de charges
à prendre en compte dans ce tableau qui semble assez chargé. Mais promis, le but, c'est pas de vous saper le moral hein, dès mon intro, mais c'est bien de comprendre qu'en 2026, on n'aura pas une année, une élection comme les autres, qui a beaucoup plus d'incertitudes, mais aussi beaucoup plus d'enjeux et de place pour la stratégie. Pour reprendre une citation assez connue, le plus grand danger en temps de turbulence, ce n'est pas la turbulence en elle-même, mais c'est d'agir avec la logique d'hier. Et les temps des turbulences sont aussi ceux les plus grands créateurs d'opportunités. Autrement dit, dans ce contexte incertain qu'on va avoir, il est crucial de pouvoir s'adapter. Pour ceux qui suivent nos communications chez Double Trade, on le répète assez souvent, c'est l'efficacité commerciale, l'information, l'anticipation qui doivent rester au cœur de vos stratégies pour pouvoir conserver ou gagner des parts de marché dans ces contextes. Et notre rôle, nous, se pose là, c'est-à-dire vous aider à identifier toutes les opportunités, toutes les nouvelles opportunités qualifiées, quelles que soient les contraintes et la complexité du contexte. Avant d'entrer donc dans le vif du sujet et de découvrir le calendrier éditorial, j'aurais aimé avoir votre avis. Donc là, Alexandre va prendre un petit peu la main, vous proposer un petit questionnaire. On aurait aimé savoir combien d'entre vous avaient déjà répondu, avaient déjà prévu, pardon, ou peut-être avaient l'habitude d'adapter votre stratégie commerciale en raison du contexte électoral. Donc là, c'est une petite question sur le oui-non. Je vais essayer de me pencher dessus. Donc là, vous l'avez ici. Donc pour l'instant, c'est du plutôt oui. Plutôt oui, mais pas un franc. C'est pas hyper massif. Oui, n'hésitez pas à répondre sur le chat, comme ça tout est comptabilisé. Très bien, parfait. Donc plutôt oui. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, on a quand même 36% de non. Donc on va continuer sur tout ça. Donc le calendrier éditorial et le cadre légal. Donc ça, vous le savez, on l'a passé, enfin vous le savez sûrement, au 1er septembre 2025, on est rentré dans la période de réserve électorale. Cette période encadre la communication des collectivités, mais n'interdit aucunement les marchés publics d'être passés. En mars 2026, pendant le scrutin, on va observer une prudence maximale. Il y aura très peu de décisions et d'investissements structurants. Et à partir d'avril 2026, on va avoir l'installation des nouvelles équipes municipales et c'est là que les projets vont repartir. Dans certains secteurs, très doucement, parfois il faut près d'un an dans certains secteurs, avant que le volume d'appels d'offres retrouve un rythme normal. Ensuite, on va regarder, donc du coup, suite à ce calendrier, on va regarder le cadre légal. Le code électoral interdit aux collectivités de faire la promotion de leur réalisation dans les 6 mois qui précèdent le scrutin. C'est-à-dire qu'une inauguration en elle-même n'est pas interdite. Elle est juste, c'est juste que l'élu n'a pas le droit de le mettre en scène comme un outil de politique, de communication politique. Dans ce cas-là, ça peut être requalifié en propagande électorale et là, lui peut avoir des soucis de voir sa campagne invalidée. Pour les marchés publics, par contre, rien n'interdit de les lancer ou de les attribuer, mais il faut respecter une neutralité, c'est-à-dire éviter les décisions trop symboliques ou trop engageantes. Par exemple, attribuer un nouveau stade de foot en janvier 2026, ça peut être perçu comme une manœuvre électorale. À l'inverse, reconduire un marché de maintenance du parc informatique, tout ce qui est continuité de service, là, il y aura évidemment aucun problème, c'est considéré comme des affaires courantes. Même logique pour les marchés en renouvellement. Quand ça va être un renouvellement technique, comme la maintenance des marchés d'entretien d'espaces verts, par exemple, là, il n'y a aucun, voire il y a très peu de risques. Par contre, quand c'est plus stratégique, comme des DSP de transport urbain ou de gestion des eaux ou de chauffage urbain, là, c'est plus risqué parce que ça engage fortement la prochaine équipe municipale. Nos analyses data ont d'ailleurs constaté, en préparant le webinaire, une baisse assez drastique quand on a regardé les publications DAO de DSP en 2019 et 2020. Donc là, effectivement, on voit une baisse des DSP qui sont beaucoup plus structurantes. En pratique, la barrière entre le légal et le non légal est mince. Et
souvent, les élus ils choisissent quand même la prudence pour éviter de se retrouver à devoir prendre des décisions trop lourdes pendant cette période, d'où la baisse des appels d'offres publiés. Enfin, par rapport à l'impact concret, on a pu regarder par rapport à 2014 et 2020, observer une tendance très nette. D'abord, un ralentissement sur les investissements et les projets lourds, donc ça, j'en parlerai, donc dans tout ce qui est travaux, services, fonctionnement, mais surtout dans les grandes villes, qui sont davantage surveillées politiquement. On a trouvé assez peu de ralentissement finalement sur les investissements des petites villes, parce que peut-être moins de danger politique et d'exposition médiatique. En revanche, la continuité est assurée sur tous les services essentiels et récurrents, maintenance, restauration scolaire, fourniture. Comme dit précédemment, on constate une baisse des publications donc quelques mois avant le scrutin et un retour à la normale, parfois près d'un an après. Concrètement, ça veut dire que le véritable rebond, le véritable retour à la normale se situera dans certains secteurs qu'à partir de début 2027. Ce délai, il est lié simplement à l'installation et à la mise en place, à la mise en action des nouvelles équipes municipales. Donc, pour faire clair, les AO seront publiés, mais il n'y aura pas d'arrêt de la commande publique, juste un rythme, une temporalité différente. C'est pour ça qu'il faut que vous les anticipiez dès maintenant dans vos stratégies. Petite question, ça sera la deuxième sur 3. Est-ce que vous travaillez, avec qui est-ce que vous travaillez le plus au quotidien? Plutôt le bloc communal, hein, mairie, interco-département ou carrément les hôpitaux publics ou les autres établissements industriels et commerciaux? Donc n'hésitez pas à répondre à la petit sondage posté par Alexandre. Donc mairie, aglo, donc il y a quand même beaucoup d'interco. Peu d'EPIC, étonnant. Hôpitaux publics, très peu, ok. Ok, donc le bloc communal est quand même, bloc territorial est quand même présent en force. Très bien. Donc, on n'a pas eu peur des mots, on a presque, en préparant ce webinaire, parlé de Big Bang municipal et territorial. Donc, après avoir vu donc, ce calendrier légal, on va regarder les mouvements qui peuvent arriver sur le plan municipal et territorial. Donc, vous êtes là quasiment tous, en grande majorité, à répondre à ces appels d'offres. Pour vous donner une idée de l'impact politique de l'économie des entreprises qui répondent à la commande publique, on a pu constater, par exemple, après la chute du gouvernement, après la dernière chute du gouvernement, que des entreprises comme Vinci, Veolia, Bouygues, Engie ont tous perdu entre 3 et 6 points en bourse. Localement, ça va être un petit peu les mêmes enjeux très, très importants. À chaque scrutin, on a des redéfinitions de la sphère politique locale et un effet domino en fait, parce que les élections municipales vont forcément avoir des répercussions sur les intercos, sur les syndicats, hein, comme la gestion des eaux ou autres, et une rotation des décideurs. Il y aura des nouveaux maires, il y aura sûrement des nouveaux DGS, peut-être des nouveaux DGA, des nouveaux directeurs techniques, parce que derrière, en mairie, ça va changer. On va aussi avoir toute la question des couleurs politiques. Dans certains secteurs, elles vont peser très lourd sur le choix et les priorités budgétaires. Par exemple en écologie, par exemple en social, en sécurité, en logement, en énergie, les couleurs politiques n'auront pas les mêmes appétences sur tous les sujets. Donc nous, ce qu'on va vous conseiller là, c'est de cartographier un petit peu les acteurs, d'anticiper les scénarios. Est-ce que ça sera un scénario sur les mairies ou sur les intercos que je vais voir de continuité, et avoir aussi un scénario de changement. Préparer vos démarches, être en contact dès maintenant avec peut-être les futurs décideurs dès leur installation. Pour bien comprendre et anticiper les changements à venir, on s'est appuyé sur quelques chiffres. Le premier, ça va être au niveau des intentions des maires. Le CEVIPOF, donc qui est le Centre de recherche politique de Sciences Po, a réalisé une étude en mars 2024 où 42% des maires déclaraient vouloir se représenter, 30% hésitaient encore et 28% annonçaient leur relancement.
leur renoncement. Bon, ces stats, elles ont 1 an, elles ont bien évolué depuis. Il y a pas eu de, je n'ai pas trouvé en tout cas de nouvelles études depuis. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que la situation était assez stable par rapport à 2019. Donc, les intentions stables. Maintenant, on va voir ce qui a vraiment compté au niveau des résultats. Donc là, on parlait de 2019. Maintenant, on va parler de 2020 sur les résultats des dernières municipales où on avait les mairies de plus de 20 000 habitants où plus de 80% des maires sortants qui se représentaient ont été réélus. Donc une stabilité qui avait été exceptionnelle à l'époque. Maintenant, on le rappelle, c'était le contexte Covid, donc peut-être aussi un petit peu particulier. Par contre, l'autre enseignement, c'est aussi pour les grandes villes, au-delà de 100 000 habitants, le taux de réélection est descendu à 60%. Alors, ce n'est pas forcément contradictoire par rapport aux plus de 80% des mairies de 20 000 habitants. C'est tout simplement que effectivement, les villes moyennes tirent vers le haut les stades de réélection, mais que sur les grosses villes de plus de 100 000 habitants, il y a une compétition qui est beaucoup plus intense, la visibilité plus forte, il y a des parachutages au niveau des pièces maîtresses du gouvernement, et donc des alternances beaucoup plus fortes et beaucoup plus fréquentes. Enfin, si on regarde, si on zoome sur les couleurs politiques des maires sortants, donc à droite, les maires sortants de droite ont été réélus dans plus de 75% des cas et plus de 70% pour les maires de gauche. Donc quand on dit de gauche, là, c'est toutes les recompositions à gauche, hein, c'est-à-dire socialistes plus écologistes également. Donc, grosso modo, il y a de fortes chances qu'il y ait une grande continuité au global, mais quand même beaucoup de points de bascule à surveiller pour anticiper justement tous les changements et tous les nouveaux interlocuteurs à aller adresser après les élections. Maintenant qu'on a bien posé justement ce contexte juridique, calendaire de ces élections, on va pouvoir entrer dans le point le plus important et ce pourquoi vous êtes là, c'est la stratégie à adopter maintenant. Donc avant de commencer, on va vous poser une autre question, c'est qui parmi vous a l'habitude de prospecter ou de réseauter avec le secteur public, mais hors appel d'offres, comme vous le feriez en prospection dans le privé? Et j'insiste bien sur ce point-là. Je vous laisse quelques secondes, je regarde un petit peu les... Donc on est pour l'instant sur un 60, un peu moins de 60-40. Donc, mais plutôt une majorité d'entre vous à 57% là pour l'instant qui réseautent exactement de la même manière dans le public que dans le privé. Donc c'est une très bonne chose. C'est la meilleure stratégie à adopter aujourd'hui. Avant de rentrer dans des cas d'usage vraiment concrets qu'on va pouvoir voir par la suite, je voudrais insister sur un point clé. La plupart du temps, des entreprises, donc si vous êtes là, c'est que vous êtes très concerné par le sujet. On constate aussi beaucoup qui n'osent pas aller voir et se positionner en amont. Sauf que au moment où l'acheteur passe un appel d'offres, il a déjà amorcé des discussions, il a déjà rencontré des acteurs, il a déjà une idée des prix, des produits, des technologies, tout ce qu'il attend pour faire gagner le marché à une entreprise. Et je sais que cette problématique, vous la rencontrez tous. Ce qui est intéressant en période électorale, c'est qu'on a une opportunité unique de pouvoir rencontrer tous les futurs décideurs parce qu'ils sont tous dehors, visibles, ils sont en campagne. Donc, vous pouvez, là, ils vont être ouverts à la discussion. En plus, euh, même si le système est imparfait au niveau des attributions notamment, hein, tout n'est pas publié, mais par rapport au privé, vous avez la chance quelque part de pouvoir savoir qui a le marché avec la mairie ou avec l'interco que vous allez aller voir. Vous pouvez aller voir. Vous pouvez avoir des informations sur les dates de contrat. Il y a beaucoup d'informations publiques que vous n'avez pas forcément sur la sphère privée. Pardon. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu par là-bas. La prospection en période électorale est le moment pour comprendre les priorités, les programmes et surtout après les traduire en besoins concrets.
Ces besoins, vous pouvez les orienter au gré des discussions que vous pouvez avoir avec les élus ou les maires adjoints ou autres sur le terrain. C'est vos actions de préparation de maintenant qui vont peut-être déterminer votre ancrage local de votre société, de votre service sur les années à venir sur tel et tel territoire. J'aime assez cette citation-là que vous voyez qui illustre pas mal la période dans laquelle on rentre. C'est voilà, les grandes tempêtes font émerger les grands marins. Et l'idée, ça va être de voir maintenant comment devenir un grand marin. Premier cas d'usage, le changement des équipes municipales. C'est un moment clé parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller voir les élus en place, mais aussi vous allez pouvoir voir l'opposition, les challengers, parce que c'est leurs programmes politiques qui seront vos futurs cahiers des charges. Gardez bien les programmes politiques, surtout analysez-les. Est-ce qu'il y a des onglets dedans qui vont vous concerner? Il y a toujours dans les programmes un onglet sport, un onglet culture, un onglet urbanisme, fonctionnement généraux des services. Demandez-vous, voilà, où est-ce que je peux travailler moi avec telle et telle force politique sur mon territoire demain? L'anticiper dès maintenant, c'est vous préparer aussi bien un scénario de continuité, donc avec la liste en place, et le scénario de rupture. Si c'est la continuité qui l'emporte, là c'est génial parce que vous allez avoir une mine d'or d'informations sous la main. Renseignez-vous, il y a les plans pluriannuels d'achat, beaucoup de stratégies d'achat qui sont déjà en place, mais aussi vous pouvez aller retourner voir les comptes rendus des conseils municipaux. Chez Double Trade, vous connaissez maintenant, nous on collecte toutes ces informations des délibérations des conseils municipaux, ce qui vous permet on peut comme ça vous transmettre, et vous pouvez aller les chercher, de toute façon l'information est publique, toutes les informations concernant vos activités dès l'intention d'achat, au moment où ça s'exprime en conseil municipal, et bien avant que ça devienne un appel d'offres. Donc là-dessus, n'hésitez pas à contacter nos équipes si vous en avez besoin, des centaines de cas où cette information peut s'avérer vraiment très concrète et très, très stratégique. Deuxième cas, anticiper l'effet domino. Comme j'ai déjà évoqué, une mairie qui bascule entraîne souvent des changements au niveau des intercommunalités, des syndicats des eaux, des déchets, des transports. Parfois, un nouveau maire adjoint peut devenir votre nouvel interlocuteur quand il hérite d'une délégation dans un syndicat. Là, par exemple, ce qu'on peut voir à l'écran, voilà, suite aux élections municipales, c'est le SIOM, donc le syndicat intercommunal des ordures ménagères de la vallée de Chevreuse. Tous les établissements publics tels que le SIOM ont renouvelé leurs instances le jeudi 23 juillet 2020. Un nouveau comité syndical a donc été installé par les communes adhérentes. Et ça, c'est pareil un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette cascade entre l'élection municipale, là pour le coup c'était de 2020, et tout le redispatch des instances politiques locales. Cette situation, pareil, nos clients la connaissent bien, hein, je sais qu'il y a beaucoup de clients dans la salle, vous pouvez la voir avec mon réseau, hein, donc essayez de faire dans Double Trade, essayez de faire ce maillage territorial pour cartographier efficacement les territoires. Bien sûr, bon, si vous n'êtes pas client Double Trade, vous pouvez toujours aussi suivre tout ça avec votre CRM, hein, un CRM bien alimenté par vos commerciaux qui mettent bien à jour toute la donnée, vous permet d'avoir un maillage efficace. Pardon. L'essentiel, c'est de pouvoir identifier rapidement les bons acteurs au moment où ils vont s'installer, où vous allez pouvoir leur parler de vos sujets. Le troisième cas d'usage, c'est la rotation des décideurs. Un nouveau maire, c'est pourquoi pas un nouveau directeur de cabinet, un nouveau DGS et des nouveaux directeurs techniques. Alors si vous êtes en place, là, on vous conseille quand même d'aller les voir et de vérifier, de bien sécuriser vos positions. Même s'il n'y a pas de marché, c'est vous assurer qu'ils penseront à vous au moment du prochain marché. Allez glaner des informations aussi, des renseignements sur les volontés publiques du nouveau maire, de la nouvelle équipe en place. Et si vous n'êtes pas, c'est là qu'il y a une fenêtre de conquête. Donc, passez en mode action sur votre activité, sur vos produits, allez présenter vos technologies. L'idée, c'est qu'on pense à vous, à vos produits, à votre société au moment où le besoin arrivera sur la table. Donc, vous retournez, comme je vous disais tout à l'heure, avec le programme municipal. Vous savez qu'ils vont agir dans tel ou tel domaine. N'hésitez pas à les rencontrer. Il faut aller rencontrer les acheteurs. Dans tous les cas, il faut vous faire connaître.
Quatrième levier, la couleur politique. C'est complètement un cliché, peut-être, mais ce n'est pas un détail et ça influence vraiment les priorités d'achat. Je me souviens qu'on avait fait une étude sur l'énergie des transports et on avait vu que les mairies du bloc de gauche favorisaient davantage les solutions de véhicules hybrides pour la carburation de l'achat de ces flottes de véhicules. Et la différence était assez large hein, entre le bloc de gauche, le bloc centriste et le bloc de droite. Donc oui, la couleur politique aura un impact sur les politiques et sur vos ventes de produits. Là, dans ce cas-là, c'est voir où pousser, voilà, selon si vous êtes dans la sécurité, dans la voirie, dans les circuits courts, dans l'alimentation, vous allez pouvoir établir un plan d'action par rapport à la couleur politique des mairies. Enfin, on va utiliser également ce temps de ralentissement un petit peu au niveau de la publication des appels d'offres à bon escient pour suivre les recommandations des acheteurs eux-mêmes. Parce que les nouvelles équipes vont mettre du temps à s'installer, mais ça ne veut pas dire que pendant ce temps-là, vous allez être passif et dans l'attente. Allez rencontrer les acheteurs publics hors marché. C'est là-dessus qu'on va finir ou boucler cette intervention parce que le temps va bientôt nous manquer. J'ai travaillé en collectivité et j'ai bien vu que les acheteurs publics et les élus, pour la grande majorité, sont des citoyens comme les autres. Eux, ils veulent bien faire, être efficaces avec l'argent public et ils sont souvent ouverts à la discussion et regrettent de ne pas que leur rôle soit trop administratif. Eux regrettent que parfois ils n'aient pas à choisir entre la solution A et la solution B et de pouvoir orienter une bonne solution B parce qu'ils ont toujours un petit peu les mêmes personnes qui viennent les voir. Beaucoup d'entreprises jettent un peu l'éponge, alors qu'eux sont vraiment demandeurs d'avoir un dialogue avec vous. Le code de la commande publique est très clair. Et un acheteur doit définir précisément ses besoins avant de lancer un marché. Pour ça, il a le droit de s'informer et vous avez le droit d'aller le voir pour répondre à toutes ces questions. C'est pas enfin voilà, il n'y a aucune triche, rien d'illégal là-dedans. L'association des acheteurs publics le dit sans détour. Il cite, je vous enverrai à la fin toutes les sources. Hein, le sourcing, ce n'est pas un gros mot, c'est un outil de transparence et d'efficacité. Si on prend un exemple très concret, loin de toute caricature, imaginez que vous avez développé une technologie de toit ouvrant pour une piscine municipale alimentée à l'énergie solaire. Votre solution, elle est plus chère peut-être au moment du marché, mais elle est plus durable, elle est moins énergivore et donc du coup peut-être plus qualitative et moins coûteuse sur le long terme. Sauf que si vous n'avez pas rencontré l'acheteur avant, lui risque de ne pas connaître votre produit. Il risque de penser que c'est trop cher. Résultat, lui, quand il rédige son cahier des charges, il va se baser sur un toit classique, fermé, qui ne peut pas s'ouvrir. Et s'il écrit ça dans son cahier des charges, vous, si vous voulez répondre avec votre toit ouvrant, vous allez être hors sujet, vous n'allez pas pouvoir gagner l'appel d'offres. Que si vous l'avez rencontré en amont, que vous lui avez fait comprendre que votre technologie c'est la bonne, lui il va mettre toit ouvrant et là du coup quand il va mettre toit ouvrant, vous allez être bien placé pour pouvoir répondre au marché. Donc les acheteurs, eux, demandent clairement à mieux être informés sur le marché, à mieux connaître les produits et ils veulent comprendre toutes les solutions disponibles, ils veulent comparer, ils veulent qualifier leurs besoins comme le ferait n'importe quel acheteur dans le privé. Et si vous ne les rencontrez pas de toute façon, sachez que d'autres le feront à votre place et que c'est là qu'on entend derrière. Alors, il y a quelques années, c'était beaucoup les marchés sont pipés, c'est de la lâcherie, je ne gagnerai jamais. Aujourd'hui, j'entends même des clients qui nous disent si je découvre un appel d'offres le jour de sa publication, je sais à 90% que je vais le perdre parce que le marché a déjà été orienté ou il y a déjà un concurrent qui est dans l'histoire. Donc, ce qui prime, c'est vraiment l'information et le réseau. Et c'est exactement là que nous, on va tout faire pour aider nos clients, pour qu'ils n'abandonnent pas les marchés pour des mauvaises raisons, parce que tout ça, c'est solutionnable par l'information en amont. Parce que rappelez-vous, on se l'est dit, l'appel d'offres, c'est jamais le point de départ. C'est la conclusion d'une réflexion, de rencontre et d'élaboration d'un cahier des charges qui parfois même est rédigé avec le concours de vos concurrents.
Je vous enverrai de toute façon tous les textes de loi. Donc, pour conclure, on va rappeler une évidence, c'est qu'au-delà des contraintes électorales, les besoins demeurent. Les collectivités, de toute façon, auront toujours besoin de routes, auront toujours besoin d'écoles, de tableaux numériques interactifs ou autres, de fournitures, d'installations sportives, d'équipements pour faire fonctionner la vie locale. Alors oui, le contexte change, il y a des contraintes budgétaires, il y a des nouvelles priorités, il y a une incertitude politique, ça on l'a vu, mais c'est précisément là que plus vous allez être préparé. C'est vrai qu'on répond peut-être de moins en moins à un appel d'offres comme ça à la volée. Il faut avoir vraiment une structure et une stratégie bien définie, bien précise, avec une information riche et propre pour permettre d'anticiper et de bien se structurer. Je me souviens d'un exemple assez parlant quand ça avait été décidé dans la sphère publique qu'il y avait trop de fonctionnaires. Ça, je vous laisse juge de ce postulat, mais je sais qu'à ce moment-là, moi j'étais en collectivité et on nous disait, bah voilà, il y a trop de fonctionnaires, on va baisser et on va moins reconduire de fonctionnaires. Bah, j'ai vu que derrière, dans les collectivités pour lesquelles je travaillais, il y a eu une augmentation, tous les fonctionnaires qui n'étaient pas remplacés. Il y a eu des nouveaux marchés de prestations de services pour remplacer l'activité que les fonctionnaires qui n'ont pas été remplacés ont laissé vacante. Donc, plus les élections passent au final et plus la commande publique de toute façon continue, c'est un peu une immortelle. Au final, on voit d'année en année, il y a toujours un petit peu le même nombre d'appels d'offres pour les mêmes montants. Il y a parfois des baisses, etc. Mais l'activité est toujours là. Par contre, les succès appartiendront demain à ceux qui savent lire et anticiper les besoins. Alors oui, ça fait du travail sur le terrain, mais derrière, pour tous les témoignages qu'on a pu recueillir, c'est toujours très, très efficace. Voilà pour donc ce tour d'horizon. Si vous voulez creuser le sujet, sachez que donc, chez Double Trade, nous produisons régulièrement de l'information stratégique pour éclairer vos décisions. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet où on va publier tous nos livres blancs, toutes nos analyses sectorielles qui approfondissent toutes ces questions. Donc ça, c'est en accès libre sur notre site. N'hésitez pas également, si vous avez besoin d'informations qualifiées ou peut-être pour les clients, étendre un petit peu votre nombre d'informations, n'hésitez pas à contacter nos équipes. On prépare d'ailleurs une étude là, exclusive avec un grand institut de sondage sur l'impact électoral afin de pouvoir poursuivre ce travail d'étude vu dans ce webinaire. N'hésitez pas également à me contacter en direct si vous voulez approfondir certains sujets sur LinkedIn, parce que là, je pense qu'on va avoir assez peu de temps pour en discuter maintenant. En tout cas, moi, je vous remercie du temps et de votre attention. Je vous laisse en slide peut-être les sources utilisées pendant cette présentation. Voilà qui est fait. Et donc, voilà. S'il n'y a pas de questions spéciales, ou n'hésitez pas de toute façon à me contacter. Je vais vous souhaiter un très bon appétit et en tout cas, merci beaucoup pour votre attention.